Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné comme toujours de Kira. Comment vas-tu, Kira ? Bonjour tout le monde, bah écoute, ça va bien, un petit peu fébrile, je te cache pas, un petit peu malade pour l'instant, mais ça va, j'ai passé une bonne semaine, grosse semaine de travail, hein, je t'avoue, mais j'ai quand même fait quelques petits trucs cool pendant cette semaine. Déjà, j'ai rematé les 3 films Creed, je sais pas si tu te souviens, ce spin-off à Rocky que j'aime beaucoup, et comme je me suis mis au sport assez intensément dernièrement, bah toi ça donne de la motivation. Ça te motive. Exactement. Excellent. Je continue mon périple à Bagdad sur Assassin's Creed Mirage, donc je pense vous faire le test la semaine prochaine. J'ai beaucoup à dire sur ce jeu, donc un petit peu de teasing. Et j'ai testé un petit jeu qui s'appelle Lamplighters League sur le Game Pass, qui est plutôt cool. Eh ben écoute, t'as bien avancé dans ta semaine, moi beaucoup moins. Bon déjà, petit disclaimer, si on fait le remake de la bande à Picsou tous les deux, parce qu'on parle du nez et qu'on est enrhumé, nous en voulez pas, chers auditeurs. On espère que ce sera quand même audible et agréable à écouter. Ma semaine, du coup, écoute, à part Baldur's Gate 3, évidemment que je continue dès que j'ai un petit peu de temps. Sinon, j'ai terminé Evangelion en manga, qui a publié le dernier tome de la Perfect Edition. Donc voilà, c'est un chef-d'œuvre. Alors, est-ce que c'est différent du coup des 2 animés qui sont sortis ? Alors c'est différent de la série, ça se rapproche plus des derniers films là qui sont sortis, tu sais, les 1.0, 2.0. Ouais, j'avais adoré justement, et le dernier film j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est beaucoup plus proche, c'est quasiment ça. Mais par contre la série, elle est très différente. La série animée dont tout le monde a l'habitude, c'est très différent. Donc peut-être que j'en ferai une chronique, mais bon, Evangelion c'est quand même un gros morceau. Tu veux dire que tu ne sens pas avoir les épaules pour parler d'Evangelion, c'est ça ? Voyons. Exactement. Pas alors pour l'instant. Non, c'est vrai. Faut que tu reprennes un peu d'XP, c'est ça ? J'avoue. Et d'ailleurs, tu peux nous dire quelles seront les chroniques de la semaine. Il n'y aura pas d'Evangelion, mais il y aura plein de belles choses. Alors, cette semaine, au niveau des news, on va parler de Dead Island 2, on va parler d'un petit changement niveau hardware chez Sony, on va parler de Lamplighters League, donc le jeu que j'indiquais tout à l'heure, un petit peu de cloud gaming également chez Sony, et pour finir, on va parler de eSports FC24. Ça, c'est pour la partie news. Le test de la semaine, donc tu nous as concocté le test d'Armored Core 6, je pense que ça se dit comme ça. Et en sujet hors sujet, je vais parler d'une série télé Disney+, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle The Full Monty. Excellent, donc pas d'Evangelion, mais du mecha quand même. On reste quand même dans du gros robot, mais ça va être un peu différent, on verra. Et écoute, on n'a plus qu'à se lancer, Kira. Tout à fait. Générique. C'est parti. Island 2, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait le test de ce jeu il y a quelques temps, donc je ne sais plus quel épisode d'ailleurs, il faudrait que je le mette en lien. Et la première extension scénarisée est enfin dévoilée et surtout datée. Donc cette première extension nous invite à mener l'enquête sur une mystérieuse secte à Malibu. Ils viendront ainsi une nouvelle histoire découvrant un cercle secret et terriblement mortel de milliardaires luttant pour survivre au milieu de la fameuse apocalypse zombie. House, c'est son petit nom, c'est un nouveau modèle d'avenir, comme l'avait prédit son chef Constantin. Ça me rappelle un petit peu Far Cry 5 au niveau du pitch, justement, avec Joseph et sa famille. Que tu aimes beaucoup. Tout à fait. La villa sert aussi bien de sanctuaire pour le culte que de machine à découper la chair et à aspirer les âmes, comme ils ont indiqué sur leur communiqué. Ainsi, il faudra se faufiler à travers un labyrinthe complètement malsain où toute rationalité a été pervertie. Pour cela, il y aura donc de nouvelles armes, bien sûr, et des nouvelles cartes de compétences, donc 8, qui viendront enrichir l'arsenal. Et il y a également un mode Horde qui a été évoqué la semaine dernière, qui n'a pas encore été confirmé, mais il se pourrait donc qu'il arrive en 2024, aux côtés de la prochaine extension, donc qui s'appelle Solar Festival.
Pour l'extension House, elle est prévue le 2 novembre prochain sur Xbox, Series XS, PlayStation 5, 4, PC. Il n'y a pas encore de tarif. Par contre, le DLC est compris dans l'expansion pass, le fameux Season Pass qui est disponible pour le jeu en tout cas. Donc moi en tout cas j'ai hâte, j'ai pas pris le Season Pass mais je pense le prendre, je l'avais fait avec un pote et j'aimerais bien me remettre dessus, je pense que lui aussi il est chaud donc peut-être que je vous en parlerai tôt ou tard. Bon, en plus le pitch il s'y prête trop parce qu'avec une secte t'as moyen de faire quelque chose d'hyper décalé, enfin je pense assez hilarant. C'est exactement ce que j'espère. Donc c'est carrément une bonne idée je trouve, et sympa le suivi qu'ils apportent sur le jeu, un mode horde pareil c'est très très populaire, donc ça peut vraiment ramener du monde, re-ramener du monde sur le jeu. Parce qu'il y avait eu un petit succès quand même, le Dead Island récemment. Tout à fait, le jeu avait connu un développement catastrophique, avait changé 2 fois de studio, enfin c'était quand même assez compliqué. Le jeu s'était malgré tout très bien vendu, ils étaient partis sur un semi-open world, ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et c'est vrai que le jeu avait quelques bugs comme malheureusement beaucoup de jeux à sa sortie, mais ce n'était pas non plus abusé comme beaucoup de jeux actuels, et c'est vrai qu'ils ont continué à l'agrémenter de petits DLC cosmétiques gratuits, de cartes en plus, de cartes bonus, et là le fait de retrouver des nouvelles maps, c'est quand même très cool, parce que de mémoire, je sais pas si vous vous souvenez, ce que je n'avais pas aimé c'était l'épilogue du jeu en fait, la dernière scène n'était pas terrible, alors que tout le jeu était très très bien, et là j'espère avoir un épilogue digne de ce nom en tout cas. C'est à espérer. Donc c'était l'épisode 28 de la Taverne du Gamer qui ira. L'épisode 28, écoutez-le si vous voulez avoir mon avis de l'époque en tout cas. Partons chez Sony pour continuer, donc ça a été un petit peu l'annonce, il y a eu plusieurs annonces cette semaine finalement, la semaine était riche, mais Sony nous a un petit peu a surpris tout le monde via un article sur le PS Blog, comme ils ont l'habitude de le faire maintenant, article qui prend vraiment toutes les infos, donc j'ai pas eu à chercher à gauche et à droite, tout était clairement exprimé dessus. On a la mise à jour de la PS5, tant attendu entre guillemets, mais surtout tant leaké, tant qui était teasé on va dire. Ouais voilà exactement. Donc c'est officiel, la PS5 va se mettre à jour, donc c'est pour ça que je veux déjà insister là-dessus, c'est pas une nouvelle PS5 en soi, c'est la PS5 qu'on connaît qui va avoir qui va être réduite en taille, ça c'est ce qu'on s'attendait, 30% de taille en moins, 18% moins lourde, il disait, le SSD sera vraiment à 1 Tera. Là, il est plutôt à 800, avec le système, ça fait 650, quasiment 700. Là, on sera à 1 Tera. Ils vont modifier en plus le port USB à l'avant pour mettre un port USB-C high speed, donc un plus performant. Mais on est bien sur la même architecture, la même console, les mêmes fonctionnalités, à part évidemment ce disque dur, ce lecteur Blu-ray amovible qui a tant été teasé. Mais si vous avez déjà une PS5, en vrai, moi j'y vois aucune utilité à part un gain de place, ce qui peut être intéressant pour certains, mais sinon il faut vraiment se dire que c'est pas une révolution, ils ont simplement adapté leur hardware, et ça on en avait déjà parlé. Moi je trouve que c'est une démarche intéressante quand même, Kira, parce que la faire plus petite, la faire moins lourde, c'est aussi réduire la matière, moins de plastique, moins de composants. On sait qu'ils ont réduit la taille des puces pour moins de consommation. Une console plus petite, c'est aussi un emballage plus petit, donc tu mets plus de consoles dans un conteneur par exemple, donc ça réduit aussi l'impact environnemental sur les transports, sur les matériaux comme je disais. Donc moi ça je trouve en tout cas ça ultra pertinent de nos jours de mettre à jour régulièrement son hardware tant que les joueurs ne sont pas lésés. Je suis d'accord. Là, les tarifs sont les mêmes, les fonctionnalités sont les mêmes. Après, s'il y a une petite différence, il y a le pied qui était fourni avec un gros pied en plastique qui a été enlevé. Le pied vertical, oui. Horizontal, il est fourni, mais le pied vertical, il est à 30 €. 24,99 exactement. Bon, il est un peu plus joli, mais bon, entre nous, des pieds, il y en a beaucoup moins cher sur Amazon. Mais tant que le joueur n'est pas lésé, je trouve ça très bien, parce qu'il faut que une génération de consoles maintenant elle est longue, et il y a des innovations techniques qui arrivent entre temps, et le mettre à jour ça peut avoir des effets bénéfiques justement sur la partie environnementale comme on l'a dit. Et enfin bien sûr pour Sony c'est une façon de réduire les coûts de production, de faire plus de consoles avec moins de matière comme je disais, et donc davantage d'inonder le marché, parce que là on voit que la PS5 fonctionne très très bien, et l'objectif c'est celui-ci de vendre toujours plus. Aussi ce qui est cool Kira, et je finirai là-dessus, le disque Blu-ray, le lecteur Blu-ray amovible,
Bah ça, je trouve que dans le fond, c'est une bonne idée aussi, parce que, tu vois, pour la réparabilité des consoles, je pense que c'est bien. On a un ami en commun qui a un lecteur qui est mort sur sa console. Bon, c'est une Xbox, mais tu vois, t'aurais un lecteur amovible, ça faciliterait aussi la réparabilité. Je pense que ça, c'est quelque chose que les constructeurs doivent travailler, rendre les consoles plus facilement réparables, détachables, pour justement optimiser ces coûts de réparation. Même au-delà de ça aussi, là où c'est intéressant, c'est une personne qui n'a pas forcément les moyens d'acheter une PS5 avec lecteur tout de suite, peut se dire je peux l'acheter plus tard. Alors certes, il paiera plus cher parce que le lecteur, je crois qu'il est vendu 150 €. 120, ouais. Mais ça permet peut-être aussi d'étaler les coûts, parce que admettons, je sais pas, t'as 2 enfants, tu leur offres chacun une console, tout de suite ça peut être un budget. Tu peux te dire qu'avec le temps, tu investiras dans un lecteur que tu rajouteras à côté. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un lecteur qui va être connecté en externe, il s'applique bien vraiment sur le côté de la console, et en changeant la façade, en fait, bah au final il restera bien intégré à la structure. Et ça, c'est cool, parce que j'avais vraiment peur que ce soit branché avec un fil sur le côté à l'arrache, tu vois. Ouais, et puis ça permet d'avoir une architecture de console et pas deux. Donc pareil, je pense que ça rationalise encore des coûts de production. Donc c'est un move que je trouve vertueux, mais encore une fois à condition que ce soit sans aucun détriment pour le joueur. On a vu là ça tombe les comparatifs entre l'ancien modèle et le nouveau. C'est vrai qu'elle est quand même drastiquement plus petite, ça se voit. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui doit rentrer un petit peu dans les mœurs aujourd'hui, vu la durée de vie des consoles. C'est quelque chose qui, à mon sens, est à dupliquer ailleurs. Oui. Après, bon, purement subjectif, je la trouve encore pas très jolie. Est-ce que c'est le blanc qui me gêne? Je sais pas. Je me demande si toute noire, elle serait peut-être plus jolie que la grosse. Possible. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'aspect esthétique de la PlayStation 5, la Fat, comme on va l'appeler maintenant. Ouais. Et j'espérais quand même plus de la Slim, comme on va l'appeler maintenant. Et du coup, bah non, en fait, j'ai l'impression qu'on va dans le même mood. Et je t'avoue, ça m'embête un peu, donc j'espère les voir en noir, ce que ça donne. Mais en tout cas, je la trouve pas très esthétique, encore une fois. Ouais, on a vraiment deux styles de console très différents. De l'autre côté, t'as un bloc, t'as un parpaing, l'autre, t'as un truc un peu stylisé, bizarre. Donc après, voilà, c'est vrai que c'est un peu clivant. Tout le monde n'aimera pas, c'est certain. Alors on va parler d'un petit jeu coup de cœur pour moi, qui est dispo sur le Game Pass, et malheureusement, bah, c'est pour une mauvaise nouvelle, on va dire. Donc ça s'appelle The Lamplighters League, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, et tu me connais, hein, je suis vraiment un grand adepte de jeux de stratégie tour par tour. C'est proche d'un XCOM, et c'est développé par Harbranded Shims, qui est connu pour avoir développé les jeux Shadowrun. Donc le jeu se déroule dans une version alternative des années 1930, où le joueur doit former une équipe de héros pour affronter un cercle de proscrits, une organisation maléfique qui veut conquérir le monde, of course. Le jeu mélange des éléments d'infiltration, de combat et d'exploration avec un style graphique inspiré des comics pulp des années 20-30, tu vois, et avec une ambiance assez Lovecraftienne. Donc au niveau du design et du gameplay, c'est vraiment mon délire. Bah ouais. Et c'est un jeu en fait qui est sorti un peu de nulle part, personne n'en a entendu parler, et il est sorti donc il y a quelques semaines sur le Game Pass. Et malheureusement déjà, le jeu est en mauvaise posture. Son éditeur est obligé de réduire ses dépenses de production car le jeu n'a pas attiré de joueurs malgré sa disponibilité immédiate sur le Game Pass. Son éditeur, c'est Paradox Interactive, donc qui est habitué de ce type de jeu, et annonce déjà ses actions. Donc il y a un petit pavé que je vais vous lire mot pour mot. Ça, c'est ce qu'a publié le directeur de Paradox Interactive. Okay. Donc Paradox Interactive a décidé aujourd'hui d'amortir les coûts de développement capitalisés sur le jeu The Lamplighters League, en plus de l'amortissement dégressif régulier effectué au cours des 3 premiers mois du jeu. Dans l'ensemble, cela signifie que tous les coûts de développement capitalisés du jeu, soit 320 000 couronnes suédoises, combien ça fait, je ne sais pas, hein, je ne connais pas la conversion, seront comptabilisés en tant que coût au 4e trimestre 2023. L'impact du jeu sur le bénéfice avant impôt pour le 4e trimestre est estimé à moins 248 000 couronnes suédoises. Donc ils ont pas réussi à rembourser leur coût de développement de jeu pour le moment. La dépréciation découle d'une prévision de vente révisée et qui a été établie après la sortie du jeu. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc on peut voir quelques petites choses intéressantes.
La première, c'est que quand un jeu sort sur le Game Pass, donc Microsoft paye une somme, on va dire, à un éditeur pour pouvoir diffuser son jeu gratuitement sur le Game Pass. Mais à côté de ça, moi ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'il doit y avoir une forme de bonus. C'est-à-dire plus les gens jouent au jeu sur Game Pass, ou si le jeu est téléchargé en fait, ça doit leur apporter de l'argent supplémentaire, ce qui va permettre d'amortir les coûts de production. Et c'est vrai que du coup, je suis allé me renseigner sur Internet, et ça reste encore un peu discret, hein, ils communiquent pas énormément dessus, mais certains développeurs ont bien confirmé que oui, ils avaient des paliers bonus en fait à atteindre. Donc plus le jeu était téléchargé et était joué, en fonction de la durée de temps de jeu également des joueurs, ils pouvaient avoir des bonus complémentaires. Et ils espéraient avec ça amortir leur coût de développement directement, ce qui n'a pas été le cas. Bon, il est sorti un petit peu dans ce marasme de titres de fin d'année très conséquents. C'est pas la meilleure fenêtre de sortie. Hein. Ouais. Tout à fait, mais malgré tout, c'est un jeu gratuit pour les gens qui sont abonnés, mais les gens n'ont pas même pas fait l'effort de le télécharger pour l'essayer en fait. Donc est-ce que ça serait ça la limite du Game Pass, c'est qu'on arrive à un stade où les gens ne vont même plus tester, se dire oui bah en fait non, ils vont se fier à l'image et passer à autre chose. Donc c'est une question à méditer, je t'avoue. Pour moi c'est un jeu amusant, qui a énormément de points forts, mais ça reste un jeu, on va dire, petit budget, fait par une équipe de passionnés, donc ça se ressent, mais qui peut aussi dérouter. Ça reste un jeu de niche en fait. Hein. Et est-ce que ce genre de jeu, au final, n'est peut-être pas voué à disparaître également sur ce genre de marché, d'offres. Comment dire, pas de marché, mais d'abonnement en fait, d'offres par abonnement. Ouais, non, c'est déjà tu disais que personne n'a entendu parler ou très peu. Moi, j'en ai pas entendu parler. C'est en découvrant le conducteur, je me suis dit c'est quoi ça, et je voulais garder la surprise du podcast pour réagir en toute spontanéité, et ça donne envie en plus de ce que t'en dis. Mais j'en ai pas du tout, j'ai rien vu dessus. Donc la profusion, c'est toujours ça le risque, c'est qu'à force ça peut occulter certaines sorties qui peuvent être intéressantes, parce que ça leur fait un soutien financier évidemment, donc ça c'est la partie intéressante, mais dans un catalogue qui est extrêmement riche, avec une couverture, on fait beaucoup de sorties en plus en ce moment, donc peut-être qu'on atteint ses limites, c'est vrai, tu as raison. Donc c'est dommage, parce que si, comme tu le dis, le jeu est très très bien, ben c'est préjudiciable pour les développeurs qui n'avaient pas prévu ça, et ils se retrouvent là déjà la tête dans l'eau. Ouais. Après le truc aussi, c'est que bon, nous on est quand même de la team jeu physique, c'est sûr. Quand un jeu sort sur une plateforme comme ça, souvent c'est au détriment du coup forcément du support physique qui vont limiter en nombre de pièces. Et le problème c'est que si le jeu marche pas, même en comment dire, sur une offre entre guillemets gratuite, ils vont pas éditer plus de boîtes pour autant, et encore une fois ça signe on va dire, ça donne un clou de plus sur le cercueil du physique. Donc ça envoie beaucoup de signaux en fait qui, malgré tout, sur cette news anodine, sont intéressantes, je trouve. Ouais, ça reflète une réalité du marché. Qui peuvent être cruels pour certains titres comme ça. Ouais. Surtout que rappelle-toi, quand on parlait de Pentiment, on disait ce qui était cool avec ce style d'abonnement, c'est que ça permettait aux éditeurs de tenter des choses qui se vendraient pas forcément. Mais là, si on arrive même à un stade où ces choses qui sont tentées ne fonctionnent même pas sur une offre par abonnement, ça va standardiser les productions, et au final, est-ce qu'ils vont tenter des choses ? Je suis pas sûr. Et les gros titres vont marcher, les plus petits peut-être moins. Ouais, c'est vraiment un risque. Donc repartons chez Sony. Donc pas de favoritisme, c'est juste qu'ils ont posté 2 articles là sur le PS Blog qui étaient intéressants là pour parler du cloud gaming, donc ça va être assez rapide, mais Sony officialise l'arrivée du cloud gaming dans leur abonnement PlayStation Plus Premium. Donc 2 news en 2 semaines sur la valorisation du PlayStation Plus Premium, où j'avais parlé la semaine dernière de Sony Pictures Core. Là c'est le cloud gaming avec une exclusivité du marché, c'est que le cloud gaming sera compatible à 4K 60 fps en HDR, ce qui n'existe pas dans les autres offres d'abonnement style Game Pass par exemple. Donc ils veulent toujours miser sur le côté un peu tech. On voit cette fibre que porte Sony, à la différence en plus où c'est pas des jeux forcément inclus dans le PS Plus Premium, ce seront des jeux que l'on aura pu acheter sur le store, qui sont compatibles cloud gaming, et qui, grâce au fait qu'on soit abonné au PS Plus Premium, nous donnent la possibilité de le jouer en cloud. Donc ça arrive tout bientôt. Au Japon c'est déjà arrivé, en Europe au Japon c'est le 17, en Europe c'est le 23, donc je testerai très vite pour vous en parler en podcast, avec la possibilité aussi qui est intéressante, c'est que le joueur va pouvoir configurer lui-même la configuration de son jeu en fonction de sa bande passante, en fonction
fonction du confort qu'il veut sur le jeu. Donc s'il veut s'il veut de la 4K, il va le mettre. S'il veut du 720p et plus de FPS, il pourra en fonction de sa connexion. Bref, ce sera modulable et adaptable selon la volonté du joueur. Donc pour commencer, il y aura 100 titres a priori. Donc j'ai pas facilement trouvé la liste, donc je vais pas me lancer dedans, j'ai entendu des noms et tout, donc ça reste à confirmer, mais ce qui est certain, c'est que ça arrive, donc c'est plutôt ça y est, il rentre vraiment dans le game avec vraiment comme marqueur fort différenciant, c'est ce côté ultra technologique comme ils le disent, la 4K, le 7.1 pour le son, l'Atmos, le 3D Tempest comme ils appellent ça, enfin bref, ils gravitent, ils font tout leur marketing autour de l'offre premium justement de cloud gaming. Et ce qui est intéressant, Kira, discrètement, ils ont lâché en plus une annonce d'offre d'emploi pour recruter un directeur qui s'occuperait de cette branche-là, qui visera à déployer le cloud sur des téléphones, des télévisions, des appareils connectés. Bref, on connaît la stratégie, Microsoft l'a déjà embarqué, et on se demandait si Sony allait jouer le jeu, et ils rentrent du coup dans le game. C'est vrai que, faut pas se leurrer, hein, je pense que le cloud gaming c'est l'avenir du jeu vidéo, même si pour l'instant on est quand même assez balbutiement, encore une fois, hein, techniquement, le temps de se connecter au méga serveur et tout. C'est bien que Sony s'y mette enfin, je vais dire, parce que depuis le temps quand même ça me paraissait nécessaire. Après c'est aussi un sacré coup d'entretien, en fait, de frais d'entretien, tout ce qui est... tout ce qui est jeu en cloud, à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va augmenter les tarifs des abonnements? Est-ce que ça va encore augmenter le tarif des jeux? Et c'est vrai que dernièrement Sony a pas mal augmenté, on va dire, et est-ce que ça serait pas on va dire une porte ouverte à une éventuelle future augmentation? C'est plus ça qui m'inquiète, tu vois, car en l'état alors moi je suis pas client du cloud, je l'utilise pas et pourtant j'ai une très très bonne connexion, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que les gens qui l'utilisent ont vraiment cette plus-value, en tout cas actuelle? Est-ce que ça vaut le coup d'investir à ce point-là dedans? Je pense qu'avec leur manette, là, le Portal, la PlayStation Portal, si c'est compatible, ça peut être très intéressant, tu vois, dans ce sens-là. C'est une vraie question, surtout que le cloud gaming, finalement, a du mal quand même à percer, hein. On voit l'attachement encore aux joueurs à télécharger son jeu ou à l'acheter en physique. Donc le cloud a du mal à percer. Donc c'est une vraie question. Et t'as raison, ça a des coûts très importants, même des impacts environnementaux sur la grosseur des serveurs, la consommation en énergie, en refroidissement des serveurs. Donc le cloud gaming ne doit pas être une question anodine. Il faut vraiment, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et moi aujourd'hui, je suis comme toi. Je suis pas client. Je le testerai pour faire une chronique, mais sinon je ne suis pas client. Pour finir, donc vous le savez tous, le foot et nous, ça fait deux. Mais c'est important d'en parler de temps en temps car on a des auditeurs qui sont malgré tout intéressés. Un auditeur m'a demandé si on avait eu des news dernièrement du succès de eSport FC 24 et oui, j'ai chopé une petite newsette. Donc c'est le moment d'en parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un peu plus d'1 million de ventes au Royaume-Uni en une semaine sur eSport FC 24. Donc ça reste un véritable carton pour le coup. Pourquoi Royaume-Uni? Parce que le Royaume-Uni, en fait, c'est le pays le pays du foot, on va dire, hein. Désolé les fans de foot français, mais c'est considéré comme le pays du foot a priori, et c'est eux qui consomment le plus de jeux vidéo de foot, et surtout qui dépensent le plus dans FIFA Ultimate Team à l'époque. Donc je pense que ça doit avoir le même nom à peu près, FC Ultimate Team peut-être, à voir. Fait intéressant, c'est que le jeu s'est écoulé à 924 000 exemplaires en dématérialisé et seulement 150 000 en version boîte. Donc là pareil, on voit que le jeu s'est vraiment plus vendu en démat, donc encore une fois, clou, cercueil physique, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Malgré la rupture avec le titre FIFA, l'éditeur américain a réussi à imposer sa nouvelle marque dans le monde entier en organisant des événements où les stars de football ont fait la promotion du jeu de façon assez agressive, je dois dire, mais il fallait bien ça quand même. eSport FC 24 bat ainsi le record d'Hogwarts Legacy au Royaume-Uni, ce qui montre qu'Electronic Arts n'a pas besoin de la marque FIFA pour séduire les joueurs. On attend maintenant les chiffres dans les autres pays, et notamment la France, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, ça montre une tendance très positive, et comme quoi Electronic Arts aurait fait le bon choix en tout cas. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au cours de la semaine de la sortie, le jeu a rassemblé 11,3 millions de joueurs en simultané, contre 10,3 millions de joueurs pour FIFA 23. Donc là encore, on a une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Carton. Donc il faut aussi un petit peu nuancer le résultat, quand même. Pourquoi ?
dans la mesure où il y a eu un essai gratuit disponible via l'EA Play ou le Xbox Game Pass Ultimate. Et ces essais gratuits sont comptabilisés sur la semaine de la sortie en fait. Donc au final, est-ce que c'est cet essai qui a favorisé en fait ce boost de 20% par rapport à l'année dernière ou pas ? En tout cas, l'éditeur n'a pas communiqué dessus. La seule chose qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils étaient très satisfaits forcément du début de la licence. Donc à voir ce que ça va donner sur les prochains mois, novembre, décembre, car c'est souvent les mois les plus porteurs en tout cas pour cette marque. Bon c'est pari réussi du coup, enfin j'ai l'impression quand même. Après c'est vrai comme tu dis, on n'est pas, moi je scrute pas beaucoup les chiffres de vente de cette licence, mais de perdre ce nom si emblématique de FIFA ne semble pas trop avoir découragé les joueurs. Surtout que c'était couillu parce que c'est quand même l'essentiel des revenus d'Electronic Arts. Et se dire changer de marque, ça peut être compliqué. Mais en fait non, la transition a l'air de se faire quand même en douceur. Bon après, je pense pas que les mecs ils aient fait ça à l'arrache. Je pense qu'ils se sont quand même pas mal concertés avant, mais en tout cas, ça semble être le bon mood. Bon écoute, bravo à eux. Alors ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont une équipe marketing compétente. C'était à n'en pas douter. Et nous terminons ainsi nos news sur du sport. C'est vrai que ça nous ressemble pas beaucoup, mais comme tu dis, on ouvre nos chakras, on sort de nos zones de confort, mais on va très vite retourner quand même dans notre zone de confort, surtout moi, avec une licence que j'adore, Kira. Armored Core 6, donc le 6e du nom, mais il y a eu bien plus de jeux que ça. Mais avant, petite transition en musique comme d'habitude. Alors, Armored Core 6, c'est un jeu de mecha. Tout de suite, je vais dire ce qu'est un mecha parce que je vais le dire souvent. Donc c'est du gros robot, c'est du robot. Il y a du réel mecha. Donc là, c'est plutôt le cas chez nous avec Armored Core où c'est vraiment le plus réel possible, comme si ça serait dans notre monde dans plusieurs années. Donc voilà ce qu'est un mecha. Et refaisons un petit peu l'histoire. Donc From Software. Donc ce jeu vient du grand From Software, donc qui a fait Dark Souls, Bloodborne que tu adores, toi Kira, qui a fait du coup aussi les Armored Core, mais aussi en 1994 Kingsfield. Je sais pas si tu avais connu ou si tu connais un petit peu cette saga, mais c'est de l'heroic fantasy, c'est vraiment l'ancêtre de Dark Souls. C'était des très très bons jeux. Enfin bon, ça s'est gâté sur les épisodes après, mais le premier Kingsfield, c'est vraiment un monument du RPG. Et justement, Armored Core est arrivé très tôt dans l'histoire de From Software où le challenge était de prouver justement que le studio était capable de faire autre chose que du RPG Heroic Fantasy. C'est comme ça, c'est comme preuve de diversification que la licence Armored Core a existé. Et d'abord, surtout au Japon d'ailleurs, c'est une licence qui a mis du temps à s'exporter. Tu vois, tu m'en apprends une bonne parce que je ne connaissais pas du tout Kingsfield en fait. Et en regardant là, une image de squelette dans un couloir, ça me parle. Donc j'ai dû voir des vidéos dessus, mais non, je n'y ai jamais joué en tout cas. T'as dû voir parce que pareil, ça a été un monument Kingsfield qui a inspiré plein de titres de RPG justement. Et il faut se dire que même on connaît From Software pour Dark Souls, mais il y a eu plus d'années où From Software n'avait pas Dark Souls. Il y a eu 17 ans entre la création du studio et Dark Souls, et il y a que Dark Souls, ça existe depuis 13 ans, donc From Software, le réduire aux Souls, c'est ultra réducteur justement parce qu'ils ont fait tout un tas de choses, dont le monument qui est Kingsfield, qui leur a fait vraiment, qui les a fait connaître. Après pour Armored Core, moi la seule expérience que j'ai sur le jeu, c'était la démo du PlayStation Magazine de l'époque que j'avais pas mal joué, mais à part ça, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en faire un seul, tu vois. Donc en tant que néophyte, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire, si ça vaut le coup que je me lance dedans ou pas. Eh ben ça vaut le coup, surtout avec ce 6e épisode. Les anciens, ils sont perfectibles, il y en a eu plein dans toutes les générations de consoles, donc c'est le 6e là, mais en fait ça tournait souvent en arc. Le premier Armored Core avait 2 spin-offs, donc ça faisait 3 Armored Core 1 en gros. Le deuxième pareil, donc il y a beaucoup de titres. Je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait une grande partie parce que moi je suis fan des premières heures, avec, c'est vrai, des jeux qui sont très très arcade. C'est des jeux très typés arcade, très loin des RPG. C'est ça l'élément différenciant. Et justement, avec la sortie de ce Armored Core 6, beaucoup
d'influenceurs, testeurs, plein de monde ont essayé justement de créer ces liens d'affiliation avec Elden Ring, avec les Souls, alors que, encore une fois, Armored existait bien avant et que c'était justement une licence qui était faite pour s'extraire de tout ça, tu vois, être vraiment une pierre à part de la compétence de From Software. Donc justement, moi, durant ma chronique, je vais faire tout l'inverse, je vais justement déconstruire l'idée que Armored Core 6 est un Souls. Pour moi, Armored Core est dans la pleine lignée des jeux qui existaient déjà. D'accord. Première question, est-ce que c'est une suite ou est-ce que ça se joue un peu comme un reboot ? Ça se joue complètement en standalone des autres. Donc tu n'as pas besoin d'avoir fait les autres, donc c'est pour ça que c'est un très bon point d'entrée à la saga. Intéressant. Parce que chaque épisode numéroté a un petit peu son arc, donc là on part vraiment sur un nouvel arc et il y a de fortes chances qu'il y ait des spin-offs, des DLC, parce que c'est dans l'ADN de la saga vraiment. Donc partons sur le lore, parce que en fait c'est un jeu très type arcade, mais je vais passer beaucoup de temps sur le lore parce qu'il est intéressant. Donc volontairement je mets presque le lore au centre de la chronique. On part sur Rubicon 3, donc c'est le nom de la planète, à travers une belle cinématique d'ailleurs qu'on découvre, cinématique qui est une denrée assez rare du jeu, il n'y en a pas beaucoup, donc profitez bien de celle de l'intro du jeu qui est vraiment splendide. Et donc la planète Rubicon 3 a connu un apocalypse, vraiment purgeant par les flammes toute trace de vie sur la planète, mais cette planète est riche d'une ressource énergétique indispensable qu'il y a en plus que ici dans l'univers, qui est une source d'énergie quasiment inépuisable. Donc ça fait peut-être écho à autre chose que je vais parler après, mais cette ressource s'appelle le corail. Et donc forcément attrait pour cette source d'énergie, la planète voit revenir petit à petit des compagnies, des entreprises, mais des méga corporations comme on connaît, tu sais, Kira dans Cyberpunk ou autre, très militarisées évidemment, qui sont là pour récupérer ces ressources très précieuses. Donc petit à petit, voilà, l'attrait va revenir sur cette planète. Et nous, dès le début du jeu, on n'a pas de nom, on a un matricule, donc C4-621, c'est notre personnage, C4-621, et ça commence tout de suite comme ça d'ailleurs, où on a Handler Walter qui est un petit peu notre agent, pareil, qui n'a pas de visage, on se parle que en intercom dans ce jeu, il y a pas d'interaction, on voit pas de personnage, on n'a pas, tu vois, comme on pourrait l'avoir dans plein de jeux de mise en scène, il n'y a pas de PNJ à proprement parler, on voit juste des logos qui se parlent entre eux en intercom, et ce Handler Walter est notre agent un petit peu, parce que nous on est un mercenaire et on va être embauché par ces grosses compagnies pour faire des missions sur cette planète. Donc on va piocher parfois, on va être pour telle ou telle compagnie, nous on est un électron libre en tant que mercenaire, et on va naviguer dans ce lore avec comme force en présence, tu as PCS qui est la force un peu gouvernementale, la grosse structure autoritaire. Tu as toutes les méga corporations qui s'appellent Arquebus, Balam, plein de différentes. Tu as All Mind qui est l'organisation centrale des mercenaires. Et enfin, tu as le Front de libération de Rubicon qui, eux, essaient de défendre les intérêts de la planète pour éviter l'extraction, si tu veux, de ce corail. Donc, tu vois tout de suite un lore qui finalement se retrouve être très dense sur un jeu qui est typé arcade où on fait se combattre des robots entre eux. Oui, c'est clair que là ils ont travaillé, c'est vrai que quand on pense à From Software, on pense pas forcément à, on va dire, à un scénario évident, on va dire, parce qu'il y a toujours des scénarios dans les From Software, mais ils sont souvent filigranes et il faut quand même rechercher. Là on arrive dans quelque chose de plus direct. Ouais, complètement. Avec des forts enjeux très vite clairs. Donc c'est pas, comme je dis, c'est pas qu'un simple jeu de méca. Il y a une richesse autour du lore. Et quand je disais que le corail faisait référence, et cette planète Rubicon, pour moi, m'a fait tout de suite référence à Dune et l'épice, tu vois, qu'il y a sur Dune. Pareil, oui, tout à fait. Dans Dune, l'épice qui est collectée sur la planète, elle est là que sur cette planète-là, elle est très présente sur la planète, elle est indispensable à la vie humaine. Et ben, le corail, c'est un petit peu ça. Donc le parallèle est quand même important, je trouve, à noter en termes de richesse. Donc on se retrouve à avoir vraiment un jeu d'influence entre ces différentes très grosses entreprises, entre le Front de libération de la planète, entre nous en tant que mercenaires, on se dit quel est notre rôle à jouer. À un moment, il faudra prendre parti peut-être, pour qui, pourquoi, et c'est là, un peu comme tu l'as dit, où Armored Core marque tout de suite la différence avec les autres jeux From Software. Déjà, on n'est plus dans de l'heroic fantasy du tout, on est dans du fantastique à mort, avec, tu vois, une dimension un peu space opéra, et avec un scénario un peu plus évident, comme tu le dis, où on verra les marqueurs de narration, j'y viendrai juste après, sont différents des jeux From Software. Donc,
très gros éléments différenciants. Donc rien que pour ça, l'affiliation avec les Souls, pour moi, elle est aux antipodes. Au contraire, ils font un grand écart presque en termes de lore. Oui, ça marque encore une fois la rupture souhaitée, en tout cas, lors de la com, quand on nous disait ça sera pas un Dark Souls avec des mechas. Donc là, encore une fois, on a cette rupture justifiée, en tout cas. Et autre élément de rupture, c'est dans cette narration, justement, parce que le lore c'est bien, mais comment on l'explique c'est mieux aussi. Déjà, fait assez marquant, c'est pas du spoil, Kira, mais en fait, il n'y a aucun être humain dans ce jeu. On ne voit pas d'humains. On voit que des robots. Et comme je disais, des intercoms qui se parlent entre eux, où tu as le logo d'une grande compagnie qui parle, avec toi ton logo qui répond en face. Donc il n'y a pas d'humains. Il y a très peu de cinématiques. Les éléments les décors sont simplement des champs de bataille et rarement autre chose, parce qu'on sait que les Souls, le scénario se passe aussi au travers des décors, au travers des éléments que l'on traverse. Ce n'est pas le cas, ou très peu, dans Armored Core. Il n'y a pas de description dans les équipements qui vont nous apprendre des éléments du lore, et toute l'histoire se passe au travers des briefings de mission. On nous explique voilà la situation géopolitique de la planète, ce que l'on doit y faire, et le débriefing de la mission. Quelles ont été les conséquences des actions que l'on a menées. Donc, toute l'histoire gravite autour des missions, de ce que l'on doit y faire, et des conséquences qui en impliquent. D'accord. Et j'ai trouvé très très intéressant cette partie déshumanisation complète des interactions entre les personnages, entre les PNJ, le fait de pas voir d'humains, tu vois, ça fait presque bizarre, mais je pense que c'est vraiment pour souligner des éléments de lore que je peux pas trop dévoiler évidemment pour garder des éléments de l'intrigue, mais cette partie de déshumanisation vraiment profite, si tu veux, à cet ensemble où on joue des mechas, c'est la guerre, où on est un mercenaire, on doit être pragmatique, l'interface elle-même est très austère dans Armored Core, renvoyant à presque une interface informatique, tu vois, comme tu serais dans un mecha. Oui. Donc c'est vraiment des éléments de narration qui sont presque inédits, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on connaît du From Software aujourd'hui. Petit aparté quand même, déshumanisation totale des personnages ne veut pas dire qu'on ne s'y attache pas. Moi je me suis profondément attaché à un personnage qui arrive après le premier tiers du jeu, qui s'appelle R, qui est une voix féminine. On sait pas trop ce qu'elle est, mais c'est une voix féminine en tout cas, donc je spoilerai pas, mais tu vois, ça n'empêche pas de vraiment s'attacher. Il y a un vrai message derrière, un vrai message d'humanité, malgré que le jeu fait tout pour déshumaniser vraiment les interactions entre les différents protagonistes. D'accord. Et donc l'élément différenciant par rapport aux Souls, je l'ai dit, la narration par les décors n'existe pas, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de PNJ à proprement parler, description des armes, des armures inexistantes, on est vraiment sur des choses qui sont très factuelles. Quand on t'explique ce qu'est une arme, on te dit que c'est un laser qui permet de faire ça, tu vois, il n'y a pas son histoire, son background, comme on pourrait l'avoir d'une belle épée que tu récupères dans Dark Souls, qui t'explique que c'était au roi de machin, etc., etc. Donc c'est un jeu d'action, évidemment, divisé un petit peu en deux axes. Il y a deux axes, tu vois, dans Dark Souls et Elden Ring, tu choisis un personnage, tu vas avoir un archétype de personnage, tu vas par exemple te créer un mage, et tu vas construire ton build autour de ça. Tu peux faire un mage, un guerrier, un assassin, bref, tu connais Elden Ring autant que moi, tu l'adores. Dans Armored Core, c'est diamétralement opposé, encore une fois. On a une construction de gameplay, de game design à l'opposé, où on va avoir des missions, mais surtout l'assemblage des mechas, qui est une part fondamentale. Et avant de parler de l'assemblage des mechas, je vais parler des missions. Ça a du sens de faire dans cet ordre-là. Donc il y a une quarantaine de missions à peu près, réparties en 5 grands chapitres, où on va devoir défendre des positions, abattre des ennemis, des cibles particulières, défendre des convois, détruire des objectifs un peu stratégiques clés, assiéger une forteresse, on va combattre des boss, enfin bref, je te laisse imaginer, c'est somme toute assez varié dans ces jeux typés action comme ça. Ce qui est original par contre, Kira, c'est que c'est vraiment des stages. Tu vois, on enchaîne les missions. C'est-à-dire qu'on fait une mission, elle dure 15 à 30 minutes, la mission est terminée, débriefing, après on a une liste de choix de missions après, avec un briefing. Donc si tu veux, c'est très segmenté, permettant entre chaque mission d'ailleurs de customiser un petit peu son méca. D'accord. Les zones de jeu, c'est des zones semi-ouvertes, mais quand même plutôt dirigistes. On n'est pas sur des grandes plaines à la Elden Ring, ou des couloirs ou des zones interconnectées comme dans Dark Souls. C'est plutôt une mission définie par des murs en plus invisibles. Enfin, à un moment, t'arrives, t'as un bandeau rouge qui te dit que tu peux plus traverser. Enfin, tu vois, c'est très très compartimenté. Et certaines missions te donnent la possibilité de te ravitailler en milieu de mission avant de combattre un boss ou avant de continuer. Donc ça, c'est un petit peu inédit dans la saga. Boss d'ailleurs, parlons-en.
qui sont retors quand même sur la première, sur son New Game, sur la première partie, c'est assez retors. En New Game Plus, quand on le fera, quand on fait le jeu une deuxième fois ou une troisième fois, ils deviennent anecdotiques, mais quand même ils sont assez costauds. Ce qui est très bien dans ces missions, Kira, c'est qu'elles sont incitatives à t'adapter en fonction de l'ennemi. Donc c'est pour ça, ce que je te disais, tu vas pas avoir un archétype, mais tu vas avoir plusieurs mechas. Et là, ça me renvoie du coup à la partie assemblage. C'est qu'entre chaque mission, ou même quand tu échoues une mission, tu reviens au menu et tu peux rééquiper ton mecha, parce que en fait, tu as une arme au bras gauche, une arme au bras droit, une arme sur l'épaule gauche, une arme sur l'épaule droite. Et tout ça, tu peux le customiser à volonté. Donc tu peux mettre bazooka, mitraillette, pistolet laser, des lances même, des lance-missiles, mais même des lances à main, tu vois, tu peux faire du corps à corps, t'as des épées, t'as la Moonlight d'ailleurs, petite référence à tous les Souls qui ont la Moonlight, tu as des fusils à pompe, Gatling, enfin je te laisse imaginer, c'est colossal le nombre de choix d'armes, et en plus tu peux modifier la tête de ton mecha, le corps, les bras, les réacteurs, l'OS le système d'exploitation, le générateur, tout ça tu doutes pour soit faire un mecha plus mobile, plus résistant, plus agressif, plus de vitesse, plus d'armure, enfin tu vois, tu adaptes vraiment en fonction de ce que la mission va te réclamer de faire. Ça oblige à préparer sa mission et à s'adapter, mais du coup est-ce que si on se trompe on recommence, ou comment ça se passe dans ces cas-là? En fait t'as raison, ça pousse complètement à se poser des questions t'écoutes ton briefing, tu te dis bon, la mission ça va être ça, il faut que je prépare ça, mais si tu te plantes, de toute façon ta mission tu l'abandonnes, tu reviens dans le menu et ça te permet de réajuster ton mecha et de repartir en mission. C'est pas punitif si tu veux. Là où avant dans les autres mechas, dans les autres Armored Core, quand tu échoues une mission tu perdais de la thune, là c'est pas le cas, c'est pas punitif, tu échoues, tu retapes ton mecha, tu le réarranges et tu repars au combat. D'accord. Avec une possibilité en plus qui est très intéressante, c'est que tu peux enregistrer des configurations de mecha. Moi je m'en étais fait 5, donc un mecha qui est de type agile, un mecha qui est de type très résistant, enfin bref, en fonction de ta mission tu allais choisir le mecha qui te plaisait. Et en plus dans la personnalisation, ce qui est cool, c'est que tu peux gérer toute la partie aussi esthétique. Donc moi je m'étais fait un robot aux couleurs de Gundam, un robot en couleur de l'Eva 00, Eva 01 et 02 en fonction d'Evangelion. Enfin bref, je m'étais fait vraiment mon kiff. Mais en tout cas, ces missions, elles sont ultra jouissives. La partie customisation de mecha, c'est génial. Moi, j'ai passé autant de temps à customiser mon mecha qu'à partir en mission. Et c'est ultra valorisant. Les choix sont hyper variés. En plus, c'est esthétique. Ils sont très beaux. Donc ça, c'est un énorme point fort du... J'imagine, mais ça doit être sympa. Ouais, franchement, c'est très très cool. Avant de passer à la partie conclusion, les modes de jeu quand même rapidement, il y a un mode arène qui permet de combattre en PvE, donc on est contre l'ordinateur, c'est un duel de mecha, donc on a une cible et c'est vraiment du duel quoi. Ça dure 2-3 minutes mais c'est vraiment très cool et ça permet d'avoir des améliorations définitives pour son mecha qui devient plus fort tout le temps, plus résistant. On a les missions, donc celles que j'ai données qui font avancer le scénario, mais aussi on peut refaire les missions qu'on a déjà fait pour collecter de l'argent et obtenir des rangs. Donc tu vois, il y a ce côté un petit peu scoring aussi des missions. Évidemment, elles permettent les missions d'avoir des crédits pour acheter des équipements, des armes. Et il y a un mode arène qui est du PVP que j'ai pas du tout testé, je l'avoue, parce que c'est franchement pas ma cam. Mais en tout cas, sachez qu'il existe, on peut se combattre en ligne avec des potes ou des gens au hasard. Et enfin, dernier point, le New Game Plus, qui pour moi est central vraiment dans l'expérience. Il y a 3 fins qui ne sont pas interconnectées, qui sont vraiment 3 fins différentes selon les choix que l'on va prendre au cours des missions, parce qu'il y a des missions qui s'appellent conflits, donc tu as le choix par exemple entre 2 ou 3 missions, Kira, et si tu en choisis une de la liste, les autres ne reviendront pas. C'est vraiment un choix qui va diriger ton personnage vers un scénario différent. Donc il y a 3 fins que j'encourage vraiment à faire parce qu'elles apportent des choses extrêmement intéressantes, surtout la 3e qui est hyper passionnante. Donc moi j'ai fait les 3 fins. Seul petit regret, c'est que le New Game Plus, le premier New Game Plus, c'est cool parce qu'on commence à rouler sur le jeu, donc c'est un peu jouissif, tu vois, le fait d'avoir galéré sur la première et là on est vraiment plus fort. Et sur la 3e, en fait, ça devient vraiment un peu plus répétitif parce que ce que je disais au préalable qui était intéressant d'avoir des archétypes de mecha différents en fonction des situations n'est plus trop valable. À la fin, t'as vraiment un mecha qui est surpuissant, tu vas beaucoup moins changer. Et t'arraches tout le monde, quoi. Ouais. Voilà.
t'as tout compris. Tu vas toujours utiliser le même, et ça, c'est un peu dommage. Oui, parce qu'au final, c'est pas l'intention de base. Au départ, c'est justement, je pense, ce côté customisation et planification qui stimule dans le jeu. Après, si tu prends toujours le même mecha, c'est vraiment tes Goldorak, quoi. Carrément. T'as dit, c'est vraiment ça qui va stimuler l'intérêt du joueur, c'est de faire son mecha, trouver la bonne combinaison, tester de nouvelles armes parce qu'il y en a pléthore, mais une fois que t'as fait le tour de tout ça, tu perds ce côté un petit peu sympa. Moi, j'ai fait vraiment la 3e run plus pour le lore qui est extrêmement intéressant plutôt que pour le plaisir intrinsèque du jeu, parce que j'en avais fait le tour à ce moment-là. Et puis pour le platine, je suppose. Évidemment. Toujours. J'ai fait 50 heures sur le jeu quand même. Ah, quand même. Mais après, évidemment, pas besoin de faire 50 heures. C'est juste que je suis allé vraiment au bout de ce que le jeu avait à proposer. Donc, en conclusion, Armored Core 6 est l'antithèse des jeux modernes. Vraiment. Et même des Souls, finalement. Mais c'est ce qui fait tout son charme. Et c'est ce que finalement Armored Core a toujours été. Donc il est dans la pleine lignée de ses ancêtres. Aucune dimension RPG. Ce sont des missions très segmentées, assez courtes, des stages en fait, comme à la bonne époque de l'arcade. La narration très très austère, avec une mise en scène presque inexistante. Mais attention, un fond, un message, des personnages qui se révèlent être très attachants, donc il y a une vraie histoire qui est très très intéressante. Donc ce jeu est finalement à l'image des mechas, des robots, c'est efficace, impressionnant, fonctionnel, abrupt, mais terriblement vraiment divertissant, c'est un plaisir à jouer. Donc c'est vraiment la licence qu'elle a toujours été, un jeu à part en marge de tout ce que fait From Software, et ils ont prouvé qu'ils peuvent continuer à sortir de leur zone de confort en faisant un des meilleurs jeux de l'année pour moi. Il est pour l'instant dans mon top 3, donc From Software, vraiment. Les gars, ils sont très 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 forts. C'est vrai qu'on est rarement déçu avec les prods de From Software, parce que même le remake de Demon's Souls qui était sorti t'avait beaucoup plu également, et ils avaient su corriger pas mal de petites choses, et à chaque fois qu'ils se relancent dans une ancienne saga, c'est toujours pour apporter quelque chose de plus. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont vraiment un talent, et puis ils savent sortir de leur zone de confort. Donc c'est pour ça que je l'avais dit aussi en intro, c'est extrêmement réducteur de parler de From Software que au travers des Souls. Ils ont tout un tas d'autres compétences, et franchement c'est un studio de très très grand talent. Et ceci clôture le test tant attendu, en tout cas pour ma part. J'espère que vous l'attendiez, mais moi en tout cas c'était un des jeux de l'année pour moi, Armored Core 6. Et Kira, je te laisse la parole pour le comptoir des auditeurs que tu vas animer seul. Moi j'avais rien noté cette semaine. Alors oui, le comptoir des auditeurs. Donc moi je voudrais faire un petit big up à un auditeur qui nous a envoyé un message adorable sur Facebook. Donc c'est Damien Sabatier. Rien à voir avec Patrick, a priori aucun lien fils unique. Est-ce que tu es sûr? Donc non, je dis ça pour la blague. Donc il a écrit: Hello Sid et Kira, un grand bravo pour vos podcasts de très grande qualité. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Que j'attends à chaque fois avec grande impatience. Un duo de choc vraiment complémentaire, de la culture geek, du test de jeux vidéo, de la lecture, des séries, un sujet hors sujet. C'est vraiment complet et plaisant à écouter. Alors continuez comme ça les gars, un grand merci. Et vraiment merci à toi, parce que déjà le mot fait extrêmement plaisir. Merci de nous faire confiance et de nous écouter, car on te prend un petit peu de temps, en tout cas en notre compagnie, et c'est vraiment très très agréable ce genre de retour. Ça nous donne envie de continuer et de faire encore mieux à chaque fois. Et tu voulais faire une petite annonce alors peut-être, on voulait faire évoluer ou pas le comptoir des auditeurs, vous nous dites si l'idée vous branche, mais Kira, t'avais eu une idée. Voilà, c'est ça, j'ai une petite idée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer des vocales, donc soit via Messenger, soit via Twitter ou Instagram. Des petits vocales assez courts où vous pourriez réagir au contenu de l'émission. Donc par exemple sur les news, si une news vous plaît ou pas, ou tout simplement si vous êtes d'accord ou non, ou même si vous souhaitez apporter une précision. Et nous, on l'écoutera avec plaisir, et surtout si le son est bon, on pourrait la mettre directement dans l'émission, dans le comptoir des auditeurs. Donc c'est-à-dire bien sûr ne faites pas ça dans un train par exemple, ou à côté d'un aspirateur, mais c'est vrai que si le son est bon et que c'est audible, et là on la publiera bien volontiers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il faut juste nous les envoyer avant le jeudi soir pour qu'on puisse avoir le temps de les monter et de les intégrer à l'épisode enregistré, et ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, car vous nous entendez mais nous on vous entend pas en fait, donc ça serait cool. Donc la bouteille est envoyée à la mer, maintenant à vous de jouer si ça vous intéresse, dans un format évidemment un peu court, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long à intégrer, mais la parole est à vous, et
même la parole est à Kira pour ton sujet hors sujet, The Full Monty, la série, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors en fait, je voulais parler cette semaine d'un film que j'aime beaucoup, mais au-delà de ce film, en fait, je vais parler de la série qui suit ce film. Alors déjà, c'est avec plein d'appréhension que j'ai lancé cette série, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est une série Disney+. Et comme souvent avec les séries Disney+, je suis un peu déçu. Donc ça, c'est la première chose. Je me souviens encore de Willow, qui est un de mes films préférés. Cette série m'a vraiment mis en colère. C'est le cas avec beaucoup de séries Star Wars, malheureusement. Et du coup, forcément, je me dis, The Full Monty, j'ai pas le même affect que j'ai avec Willow ou avec Star Wars. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je me suis laissé tenter. Il y a 8 épisodes. Et donc, je vais vous expliquer en détail ce que j'ai ressenti en regardant cette série. Déjà, The Full Monty, la série... C'est une comédie, fait suite à la comédie dramatique The Full Monty, Le Grand Jeu, qui est sorti en 1997, qui est un film, on va dire un film comique anglais, qui raconte l'histoire de 6 hommes au chômage à Sheffield, donc une ville anglaise, qui décident de monter un spectacle de striptease intégral pour gagner de l'argent et retrouver leur fierté. Ils vont vivre des aventures hilarantes et touchantes en affrontant leurs complexes, leurs problèmes et aussi leurs proches qui comprennent pas forcément ce choix. C'est une comédie, donc comme je disais, dramatique qui mêle humour, émotion et musique. Et c'est un film que je considère comme culte car c'est un des premiers films anglais que j'ai vu à l'époque. Et du coup, c'est ce qui m'a fait aimer l'humour anglais en fait. Donc, quand on m'annonce une série qui va se dérouler 26 ans plus tard avec les mêmes personnages, forcément, il y a de quoi être sceptique. Donc cette série, un peu inquiet, ouais. Voilà, cette série est créée par Simon Beaufoy et Alice Nutter. Elle se situe donc, comme je vous l'indiquais, temporellement 26 ans plus tard, toujours dans cette fameuse ville de Sheffield, toujours en proie à une crise économique et sociale sans précédent. Nos héros doivent faire face à de nouveaux défis, comme le vieillissement, le divorce, la paternité, la retraite, voire la pauvreté. Ils vont également se retrouver mêlés à des affaires rocambolesques où toutes les combines sont bonnes pour s'en sortir. Déjà, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans le visionnage de cette série, c'est qu'elle conserve l'humour et la légèreté du film, tout en abordant des thématiques plus profondes et actuelles, comme la précarité, le chômage, le racisme, le sexisme ou l'écologie. Elle rend également hommage aux personnages du film de la meilleure des manières, et qui ont marqué toute une génération de spectateurs à l'époque, en leur donnant de la profondeur et une belle évolution. Elle introduit également de nouveaux personnages, comme les enfants et les petits-enfants de nos protagonistes, qui aborde un regard neuf et critique sur cette société anglaise post-Brexit. La série bénéficie également d'un casting toujours impeccable avec le retour des acteurs originaux comme Robert Carlyle, Mark Handy que tu as déjà vu dans le rôle du gros roi Baratheon dans la première saison de Game of Thrones. Okay. On va retrouver également Paul Barber et Steve Wilson qui sont tous revenus pour l'occasion en fait. Donc ça fait bizarre hein, quand tu commences la série, tu vas avoir des extraits du film et là bim 26 ans plus tard un petit peu d'émotion. Ouais c'est ça parce que encore une fois ça se termine sur une chose qui était très rigolote pour l'époque et surtout t'avais vraiment cette sensation de fait accompli et c'est un film que je regarde assez régulièrement et la dernière fois j'en parlais à un ami, je dis putain c'est con mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé après cette fameuse nuit de striptease en fait et du coup bim on annonce une série télé The Full Monty donc je me dis putain trop bien quoi, c'est l'occasion de voir ce qu'ils en ont fait. La promesse est belle. C'est ça, tout à fait. Et là où je suis content, c'est que cette suite est bonne, surtout au niveau du développement des personnages. Elle leur donne de la consistance et de la crédibilité. Elle ne se contente pas de les réduire à des stéréotypes ou à des caricatures, mais elle les fait évoluer et mûrir au fil des épisodes. Souvent même, on va se retrouver avec un épisode, un personnage principal, et les autres vont graviter autour. Ça permet de changer de point de vue à chaque fois, comme si on avait 8 films en spin-off sur ces 8 persos qui sont tous ensemble. Elle explore leurs motivations, leurs aspirations, leurs peurs, leurs regrets également sur ce qui s'est passé donc dans ces 26 ans, leurs conflits, leurs relations. Elle les confronte à des dilemmes moraux et des choix difficiles et à des remises en question assez extrêmes. Elle les rend attachants, drôles, touchants et humains. Elle leur fait vivre des aventures que j'ai trouvées, ma foi, rigolotes, mais aussi assez palpitantes. Il y a genre un épisode qui tourne autour d'un pigeon, ça peut faire rire, mais ça n'empêche que c'était très très drôle et qu'il y avait un petit côté film d'action à l'ancienne qui m'a fait beaucoup rigoler. Il y a des moments de joie, de tristesse, de colère et d'amour également, donc c'est vraiment une série qui va toucher à toutes les cordes en fait sensibles, émotionnelles qu'on a à notre disposition.
Ah, c'est intéressant. Il faut avoir vu le film ou pas, Kieran ? Alors oui, je conseille fortement d'avoir vu le film parce que déjà ça permet de connaître les personnages et de voir que malheureusement, après tant d'années, on peut toujours autant galérer en fait, si la société ou surtout si les mœurs n'évoluent pas de la bonne manière en fait. Lors de cette série, les personnages se révèlent à nouveau, on les voit se dépasser, se réconcilier, voire se soutenir. Elle leur offre une seconde chance, une nouvelle opportunité, une dernière danse, si je puis dire. Néanmoins, la série n'échappe pas à certains poncifs et marottes actuels. Pour être, je pense que c'est pour ratisser une nouvelle audience, particulièrement sur des nouveaux personnages où certaines évolutions semblent un peu forcées et certains nouveaux personnages même vraiment, on va dire, inutiles. La série propose également, pour le coup, une bande-son très entraînante, en fait, donc assez nostalgique, qui va reprendre des thèmes des films de l'époque, comme You Sexy Thing, Hot Stuff, qui sont déjà présents et maintenant que... Enfin, moi, quand je les entends, je pense direct à The Full Monty. Et les nouvelles musiques ajoutées ne sont pas ouf, en fait. C'est vraiment les chansons et les musiques qui font écho au film, marchent, mais ce qui a été ajouté, ce qui a été un peu modernisé, on va dire, ça matche moins, en fait. C'est comme si vraiment on avait une série d'un côté avec les anciens qui font leur life et c'est très très cool, et à côté on avait une série avec des jeunes qui essayent de s'intégrer, mais moi j'ai trouvé ça moins intéressant, je t'avoue. Après, chacun voit midi à sa porte, peut-être une nouvelle audience à préférer, à voir. Après, je pense pas qu'on regarde The Full Monty sans avoir vu le film, ça serait passé à côté de quelque chose, et encore une fois, en lisant le synopsis, tu peux te dire, bon, est-ce que ça vaut le coup que je regarde ça ? Mais concrètement, je vais vous dire, The Full Monty est une série divertissante et émouvante qui réussit à faire rire, à faire réfléchir et même à pleurer. Ah ouais. Elle montre que malgré les difficultés de la vie, il est possible de s'en sortir grâce à l'amitié, l'entraide et l'humour. C'est peut-être un message simple, mais ça reste un beau message. Elle véhicule également un message d'espoir et d'humanité en célébrant la diversité et la solidarité. Les 2 derniers épisodes sont d'une tristesse absolue et terriblement d'actualité malheureusement. Donc elle était à découvrir sur Disney+, et je vous la recommande, parce que pour une fois qu'ils font quelque chose de fidèle, de drôle, et surtout actuel, pour peu que vous soyez sensible à l'humour anglais, allez-y, c'est cool. Ça donne trop envie, en vrai. Franchement, je connaissais pas du tout. J'ai jamais vu le film, donc il faudrait que je regarde le film. Mais j'aime bien ces séries faussement drôles, enfin qui sont drôles, mais qui en même temps véhiculent un message avec des valeurs hyper humaines, hyper touchantes, un peu à la Ted Lasso, tu vois, c'est ce que j'ai ressenti avec Ted Lasso, c'est rigolo, mais pas que, tu vois. Et j'aime bien ces séries qui sont drôles, mais pas que, qui a un fond, et ça a l'air d'être le cas pour celle-ci. C'est même tellement le cas, alors je vais pas spoiler parce que je veux rien dire du tout, mais il se passe un élément dramatique à un moment dans la série, et ils arrivent à te faire rire avec cet événement sur des gags de situation en fait. Et mais vraiment, j'étais très très triste de ce qui s'est passé. Et d'un coup, bim, je me mets à éclater de rire parce que je vois un truc qui est complètement con en fait. Et mais ça m'a beaucoup plu. Et encore une fois, tous ces personnages sont touchants et attachants. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans les vieux qui reviennent, il y en a certains qu'on voit moins que d'autres. Pourquoi ? Je pense peut-être aussi, il y a un personnage qui a l'air très très amaigri, donc peut-être des soucis de santé. À mon avis, je pense que c'est peut-être lié à ça. Mais ça fait plaisir de les revoir quand même. Mais surtout, ils sont là quand même au bon moment. Et ils en font quand même quelque chose. Le personnage que je vous parle actuellement, qui est un peu amaigri, on le voit toujours assis, par exemple, dans le restaurant du coin, tu vois. Mais c'est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on voit dans ce resto, il est assis là, comme s'il passait ses journées ici, du coup. Et du coup, au fur et à mesure des épisodes, qu'on arrive dans le resto et qu'on le voit, on se dit, voilà, quoi, c'est normal. Et dans la diégèse du film, c'est très très cool parce que on se dit, ok, le mec, il a plus que ça, quoi. Après, ça reste une série tranche de vie. Donc, c'est-à-dire tranche de vie, c'est qu'il n'y a pas forcément de scénario qui va se suivre tout du long. Ça va être plus des micro-histoires qui vont s'entremêler. Mais ça permet de voir, un peu comme j'ai dit sur Starfield, mais dans l'autre sens. C'est des vieux potes que t'as pas vus depuis 26 ans. Tu les revois, comment ils ont évolué, comment ils ont changé, comment ils ont mûri ou pas. Et du coup, ça te permet d'avoir un œil, un œil à la fois critique, mais à la fois tendre sur ces personnages. Écoute, très très belle recommandation. Donc, dispo sur Disney+, tu disais. Disney+, c'est 8 épisodes de 30 minutes, ça se mate super vite, franchement, j'aurais bien aimé en avoir plus. Alors, c'est considéré comme une mini-série, donc je pense qu'il n'y aura pas de suite. Si ça fonctionne, peut-être qu'il y en aura une. Moi, j'aimerais bien, j'avoue, parce que j'aimerais bien voir d'autres histoires de ces personnages-là. Encore une fois, toutes les histoires ne sont pas à mettre au même niveau, mais l'ensemble est tellement cool. Écoute, merci beaucoup, Kira. T'en as parlé avec passion, ça m'a donné très envie, en tout cas, alors que j'avoue,
le thème ne me tentait pas, mais je vais regarder. Tu m'étonnes. Je vais regarder. Quinquagénaires qui font du striptease, je t'avoue que c'est pas spécialement... Ouais, écoute, c'est pas trop ma cam de base, mais en tout cas, ça donne très 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 envie. Est-ce que tu peux nous dire un peu de teasing? Ça, on va clôturer notre émission comme ça. Moi, je sais pas quel sera mon HS la semaine prochaine, mais peut-être qu'en fonction de ton jeu, ça va m'inspirer. Est-ce que tu sais déjà quel jeu tu vas faire la semaine prochaine? Bien sûr, donc ça sera Assassin's Creed Mirage la semaine prochaine. Donc on va parler de Bagdad, de Basim l'assassin, d'un retour aux sources salvateur ou non. Ça vous le verrez à ce moment-là, enfin du moins vous l'entendrez à ce moment-là. Bah écoute, je te laisse clôturer, mon cher Kira, ce podcast numéro 50 en plus. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre écoute et pour vos retours. Je compte sur vous pour avoir des petits messages audio dans le comptoir des auditeurs, qu'on puisse vous entendre, avoir vos réactions en tout cas. Et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.